C'est Batman, c'est je l'aime, j'ai des pouvoirs et je peux rien dire. Et en face de lui, il y a une jeune fille, voilà, qui est là, qui en a un petit peu marre d'avoir un courant d'air entre les mains et qui se lasse. Donc c'est un peu ça. Mais en même temps, il apprend le sens des responsabilités, c'est aussi ce qu'on apprend quand il devient grand, quand il devient adulte, parce que c'est ça, on lui dit qu'il est adulte maintenant. Donc il a une mission capitale pour les Médicus, il va la prendre à cœur, et cette mission va le conduire à Paris, voilà, dans des lieux magnifiques, dans des villes extraordinaires, et en l'occurrence dans des salles fabuleuses du musée du Louvre, voilà, les salles secrètes, les salles magiques qu'on ne connaît absolument pas. Mais écoutez, je pense qu'on est quand même au meilleur endroit pour que vous nous disiez le passage d'Oscar au Louvre, et que vous nous avez fait découvrir ces salles magiques que personne ne connaît. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup si je m'en sortais avec ça. Small team, somehow. Ça y est, je crois que c'est. Non. Donc, Marc. Bien. Ah ouais. Alors allons-y. On vous écoute. C'est toi, c'est bon. La Joconde. Le tableau le plus prestigieux du monde. Au même instant, une lumière tomba de nulle part sur le visage de la dame plus rayonnant que jamais. Sous son t-shirt, Oscar ressentit la chaleur caractéristique qui le fit se saisir du pendentif. La lettre étincelait, elle aussi. Il passa du pendentif au portrait incrédule. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. Le jeune Nicus regardait autour de lui. Des milliers de spots invisibles semblaient focaliser leur lumière sur les innombrables visages qui ornaient les toiles de maître. Il brandit son pendentif, ferma les yeux, et les mots sortirent de sa bouche comme ils s'imposaient avec une magique évidence. Derrière ce mur apparaissaient les éternels, pour nous annoncer une vie plus belle. Alors, comme par enchantement, les tableaux se mirent à fondre. Le rouge des étoffes se mêla à l'indigo des turbans, le bleu azur des ciels coula dans le vert des mers. Le jaune des ors tomba dans les os de la terre et tel un torrent bigarré, les couleurs ruisselèrent de tous les cadres. Lorsqu'elles touchèrent le sol, un tourbillon multicolore naquit du parquet et pulvérisa les murs, qui disparurent dans un éblouissement émeraude et doré. Quand la fine poudre se dissipa, Oscar, stupéfait, n'était plus seul. De l'autre côté du mur désagrégé, dans une salle qui était l'exacte réplique de celle où il se trouvait, assis dans des fauteuils capitonnés ou debout, effondrés sur le sol ou attablés, les éternels de France le contemplaient. Il y avait l'empereur Napoléon Ier, entouré d'une immense foule pour assister au couronnement de son épouse agenouillée. Il y avait des hommes et des femmes en guenilles, exténués mais attentifs, sur un radeau, posé sur le parquet. Il y avait une femme avec un bonnet phrygien, juchée sur une barricade, qui brandissait un drapeau français, accompagné d'un jeune garçon barbouillé de suie et de révolutionnaire exalté. Derrière le mur de droite, devenu parfaitement transparent lui aussi, l'immense banquet de noces de Cana avait pris vie, comme les scènes des autres tableaux avec ses innombrables invités et son fastueux décor vénitien. Tous avaient suspendu leurs gestes et fixé un regard attentif sur lui. « Bonjour, Oscar Field, dit la Joconde avec un accent italien marqué. Les éternels de France te souhaitent la bienvenue. Nous t'attendions. Vous êtes tous des éternels français, demanda Oscar, revenu de sa surprise. Nous disons que la France est notre patrie d'adoption, corrige-t-elle. Alors nous avons investi la très belle salle des éternels de ce pays, derrière les murs de celle où tu te trouves, et y avons rejoint nos amis français comme notre ami Théodore, dit la dame, en inclinant la tête vers un homme qui s'était tout près du fameux radeau de la Méduse, sur lequel gémissait le naufragé. Quel Géricault, pour vous servir, le salua le peintre. Messieurs, s'il vous plaît, inutile de vous lamenter, le tableau s'est momentanément volatilisé. Vous reprendrez la pause plus tard, ordonna-t-il au sujet qui l'avait peint. Ah bon, s'étonna l'un d'eux, visiblement soulagé d'abandonner son visage défiguré par la faim et la peur. Vous êtes sûr qu'on peut faire une pause? Tout à fait. Le jeune Pile est là pour récupérer ce que vous savez, pas pour admirer cette toile. Tant mieux alors, se réjouir en cœur les naufragés qui se redressèrent péniblement. Ces vagues incessantes d'un inconfort, vous n'imaginez pas. Et puis il n'y a rien de plus décourageant que ce bateau au loin qui ne vient jamais malgré nos cris et nos appels.
le vieil homme barbu près de la Joconde s'approcha du mur invisible qui le séparait du jeune Médicus. Mon jeune ami, nous avons conduit ici en espérant avoir semé des ennemis. Nos ennemis, quels ennemis? Ceux qui cherchent à s'emparer de ce que nous nous apprêtons à te confier, comme nous l'a demandé Winston Brave, le grand maître de Médicus. Alors effectivement, à part cette mission capitale qui est confiée à Oscar, il y a quelque chose d'autre aussi qui le tourmente beaucoup, mais quelque chose de plus personnel, qui est en fait de révéler le mystère qui règne toujours autour de la mort de son père. Ce ne serait pas la même chose, c'est une obsession pour Oscar. Il n'a jamais connu son père est mort juste avant son naissance, et il est convaincu que c'est un complot. On l'a tué. On l'a fait passer pour un traître alors que c'était un Médicus formidable, un Médicus héroïque. Et voilà, il va mener une enquête, et comme toutes ces enquêtes qu'on mène aveuglément, parce qu'on fait avec le cœur, parce qu'on fait avec les tripes, on va fouiller, et on va aller là où on n'aurait pas dû aller, et on va douter des gens qui sont pourtant vos alliés. Donc ce qui va être le cas d'ailleurs, on va douter du grand maître de Médicus et même de M. Zouédel. Est-ce que vous voulez bien nous lire un dernier passage? Allez, alors en fait, Oscar est désemparé, il ne sait plus quoi penser. Il a une alliée, bien sûr, indéfectible, qui est sa mère, Célia, un personnage qu'on aime beaucoup. Et pour le consoler et pour faire disparaître ses doutes, elle va lui faire lire une lettre, elle va faire lire à ses enfants la dernière lettre qu'elle a reçue de son mari, alors qu'il était en prison. Et voici cette lettre.